et merci d'être là pour cette présentation directe. Nous invitons à participer à la conversation. Il y a une zone de clavardage. Vous pouvez entrer votre nom en tant qu'invité, poser vos questions. Nos modérateurs les transmettra aux intervenants. Je répéterai ces instructions tout à l'heure. J'invite maintenant vos hôtes à monter sur la scène. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Neil Jean Hergy, vice-président de la direction et chef des services bancaires aux grandes entreprises au Canada. Merci d'avoir commencé votre journée avec nous, surtout les gens sur la côte ouest et dans les prairies où il est 5 heures ou 6h30. Le gouvernement a présenté son budget, le premier budget depuis 2 ans, et nous avons jugé important de clarifier les choses un petit peu. Et Douglas Porter, notre économiste en chef, a étudié le budget et va présenter 6 idées sur les années à venir. Bon, la troisième vague et le confinement complet en Ontario et des parties du Québec et les grands défis à travers le Canada sèment beaucoup d'incertitudes. Je crois que nous voyons tous un peu de lumière au bout du tunnel. Avec un peu d'espoir, le budget nous donnera toutes les raisons de penser que le Canada sera bien positionné pour sortir de la pandémie en créant les conditions nécessaires à la croissance économique. Doug veut présenter son analyse. Il y aura une période de questions et de réponses. Beaucoup de questions sont déjà arrivées par le biais du portail. On trouvera des réponses à certaines de ces questions dans la présentation de Doug, mais n'hésitez pas à utiliser les zones de clavardage. Maintenant, je vais céder la parole à Doug en espérant que vous allez pouvoir nous parler de l'état des finances du pays, les éléments importants du budget qu'il faut mieux comprendre, ses impacts et ce qui nous attend. Doug. Merci Nadim. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Je dois dire que je couvre les budgets depuis un peu plus de 30 ans. Ce budget a été comme nul autre pareil, dans une situation comme nul autre pareil. C'est un document volumineux, un effort ambitieux. Et comme Nadim a dit, ce budget comble l'écart du budget que nous n'avons pas eu l'année dernière dans son envergure et en touchant à tous les éléments de l'économie, des taxes sur des produits dont on ne savait pas qu'ils existaient. Il y a 500 pages dans ce budget. Je ne peux pas faire honneur à tout ce que dit le document, mais je peux vous présenter certains des aspects financiers clés et ensuite je vais parler de ce que cela signifie pour les perspectives économiques au cours de la prochaine année. Pour commencer, regardons le tableau d'ensemble. Il y a eu 2 grands thèmes dans le budget. Essentiellement, il fallait passer au travers de ce qu'on espère être la dernière étape de la pandémie, qui va coûter très cher dans les 6 mois à venir, et ensuite poser les jalons pour les bases pour la reprise. Cette idée de reconstruire en mieux avec le projet de garde, le programme de garde des enfants, qui n'est qu'une de plusieurs mesures. Au niveau du déficit, le déficit de l'année dernière, qui était un déficit record, était un peu plus petit que ce qu'on avait prévu. On avait prévu 380 milliards, mais parce que la performance économique a été meilleure vers la fin de l'année, ça va être plutôt autour de 300 millions pour la période se terminant au mois de mars. Pour l'année qui se termine sur 3 ans, pour cette année, le déficit va baisser de 200 milliards, mais demeurera historiquement un record, une diminution de 150 millions, environ 6% de l'économie, et qui retourne à la fourchette de ce qu'on a vu avant, le déficit de l'année dernière. On n'a jamais vu quelque chose de pareil, mais à 6% de l'économie, on a déjà vu, et cela inclut beaucoup de dépenses sur la pandémie qui vont être encore là pendant l'exercice financier. Bon, des prolongements de programmes, plus de PCU qui vont peu à peu aller en diminuant.
C'est pour ça que le déficit est aussi important pour cette année. Le prochain exercice, il va y avoir une plus forte baisse. Bon, on restera à 2 fois plus que par rapport à la période d'avant la pandémie, mais les prévisions budgétaires pour l'an prochain et l'année d'après, importantes, mais et plus élevées que j'aimerais voir, mais nettement plus près de la normale. Environ, bon, quelques autres éléments, autres que la garde des enfants. Beaucoup de gens se demandaient s'il allait y avoir de fortes augmentations d'impôts. Il y a eu des mesures ciblées, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de grandes augmentations d'impôts touchant beaucoup de gens. On s'y attendait. Et c'est un soulagement de voir que le gouvernement pense pouvoir ramener le déficit à des niveaux raisonnables sans de fortes hausses d'impôts. C'est un de mes grands messages aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations sur cette diapo et dans le budget, mais à gauche, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on regarde les revenus et les dépenses en pourcentage de l'économie. On remonte aux années 60. On voit à quel point les dépenses ont été exceptionnelles par rapport à l'histoire de cette dernière année. Au niveau des revenus, bon, ils ont baissé un petit peu, mais ont bien tenu. Il n'y a pas eu une baisse proportionnelle à la baisse de l'activité économique. Mais on prévoit que les revenus vont remonter et assez rapidement et ne sont pas si anormaux que ça dans un contexte historique. Mais regardez cette ligne verte. La dépense sur les programmes avait peu à peu augmenté ou se sont déplacés latéralement. L'année dernière, il y a eu un pic très abrupt, reflet de toutes les mesures spéciales lancées depuis un an, essentiellement pour protéger l'économie pendant les confinements, soutenir les revenus des particuliers, soutenir les revenus des petites entreprises. Et bon, il y a eu beaucoup d'autres programmes spéciaux l'année dernière. Au fur et à mesure que l'économie rouvre, on s'attend à ce que beaucoup de ces mesures ponctuelles vont être ponctuelles et disparaîtront assez rapidement. Et même avec le nouveau programme de garde d'enfants, la dépense totale en pourcentage du PIB va revenir vers les 15% du PIB, assez proche des niveaux d'avant la pandémie. Les gens regardent beaucoup aussi, j'ai parlé des chiffres pour le déficit, mais la dette fédérale a dépassé le billion l'année dernière et risque d'augmenter encore dans les années à venir. Essentiellement, sur 5 ans, on va il va y avoir un doublement sur 5 ans. Bon, la dette en tant que pourcentage de l'économie, bon, c'est comme ça qu'on va essentiellement payer la pandémie avec une hausse ponctuelle du ratio dette par rapport au PIB. Pendant les 5 années avant la pandémie, on était à peu près 30% de façon assez constante et donc assez stable vers les 30%. Et ensuite, il y a eu ce OK incroyable. On est allé de 30 à 50% du jour au lendemain. Dans le plan fiscal présenté hier, la dette va atteindre son apogée cette année en pourcentage d'économie et ensuite descendre peu à peu parce que l'économie va croître plus vite que la dette. Donc, le gouvernement vise 50% comme ratio dette au PIB. C'est bon, regrettable parce qu'on avait eu un niveau très stable depuis plusieurs années. Mais s'il y a une bonne nouvelle, c'est le fait que c'est encore inférieur à ce qu'on avait au milieu des années 90. Le ratio était à 70%. Donc, on est inférieur à ces niveaux-là qu'il y a quelques décennies. Bon, si on remonte très loin jusqu'au dans la période juste après la Deuxième Guerre mondiale, on aurait vu la dette tout près de 100% du PIB temporairement. Et puis, dans le boom post-Deuxième Guerre mondiale, ça a beaucoup diminué. Bon, on est très loin du record historique. Donc,
L'autre bonne nouvelle, que tout cela se passe à un moment où les taux d'intérêt sont très, très faibles. Bon, il ne faut pas miser là-dessus éternellement. Les taux d'intérêt vont se mettre à bouger, mais n'iront pas très loin dans les prochaines années. J'y reviendrai. Mais les coûts globaux de l'intérêt de la dette restent très faibles. En fait, même avec la forte hausse de l'endettement depuis un an, les coûts d'intérêt sur la dette d'Ottawa ont baissé au cours de l'année parce que les taux d'intérêt ont tellement diminué pendant la même période. Ça ne durera pas éternellement. On va voir une hausse lente mais sûre des coûts des intérêts dans les prochaines années, mais ça restera gérable. Ce qui ne donne pas un chéquier en blanc à Ottawa pour dépenser comme bon lui semble. Les taux d'intérêt ne sont pas d'intérêt à ce niveau aussi bas et il n'est pas garanti que la reprise sera aussi robuste qu'on le voudrait. Ce qui m'amène à mon prochain sujet, les prévisions économiques sous-tendant ce budget. Un petit rappel, depuis le milieu des années 90, Ottawa base ses prévisions économiques sur un consensus du secteur privé. Ils, ils ont cherché un peu à dépolitiser les prévisions économiques, ce qui me semble approprié. Je ne vais pas dire que le consensus est toujours juste, et nous participons à ce consensus. Nous y contribuons de façon importante, j'ose même le dire. Mais ce consensus est un outil de prévision utile. Et le budget se base sur une reprise économique assez forte. Vous voyez les chiffres. Bon, 5,8% de croissance réelle et 4 l'an prochain. Nous pensons que ces suppositions sont assez justes. Nous sommes même un peu plus optimistes cette année et l'an prochain par rapport à ce consensus. Mais cette reprise forte, elle n'est pas garantie. On a vu des restrictions beaucoup plus sévères en Ontario, en Colombie-Britannique et même en Alberta depuis quelques jours ou quelques semaines. Ça va nuire à l'économie au mois d'avril. Mais d'après nous, ça ne fera que retarder le début de la reprise. Et ça va évidemment mordre un petit peu dans le taux de croissance de cette année. Et on ne peut pas être entièrement réconforté par l'idée qu'il va y avoir une reprise forte cette année ou l'an prochain, mais c'est une supposition, une hypothèse raisonnable. Il y a aussi les taux d'intérêt qui risquent d'être assez faibles. Il y a eu une hausse assez forte au début de l'année pour les taux d'intérêt à long terme qui se sont stabilisés, même baissés depuis. Mais le fait est que nos projections pour les taux d'intérêt cette année ou l'an prochain, à court terme, près de zéro, ou à plus long terme, à un peu plus d'1% dans la prochaine année, sont très proches des hypothèses du budget. Mais je ferai remarquer que le budget repose sur une bonne combinaison d'une reprise forte l'an prochain et la persistance de taux d'intérêt bas. Nous croyons que c'est juste, mais il y a clairement un risque au niveau de ces deux hypothèses positives. Je ferai remarquer aussi que j'ai parlé du déficit encore important d'Ottawa, 16% du PIB. Euh, Quand on regarde le paysage fiscal canadien, il faut tenir compte des provinces aussi. Et les provinces en prennent beaucoup, en plus d'Ottawa. La bonne nouvelle, et c'est approprié, Ottawa a assumé le gros des coûts de la pandémie l'an dernier et encore cette année. Oui, les déficits se sont creusés dans la plupart des provinces. Seul le Nouveau-Brunswick a réussi à peu près équilibrer. Les autres provinces ont eu des déficits importants, mais nettement plus faibles comparé au niveau fédéral. Si on combine tous les déficits des provinces, ça représente 4% de l'économie nationale, soit un quart du déficit fédéral. Alors, si on additionne tout le monde, Ottawa plus les 10 provinces, on aboutit à quelque chose de près de 400 milliards, environ 20% de l'économie. C'est quand même énorme. C'est un des plus grands déficits au monde. Le Canada ne cède rien à qui que ce soit au niveau du soutien qui a été accordé à travers le pays de la part du gouvernement fédéral
ou de la part des gouvernements de province. Alors, pour conclure ces détails sur le budget, je pense que la principale observation, c'est qu'avant, Ottawa avait parlé de dépenser de 70 à 100 milliards pour amorcer la pompe de l'économie. Ils ont fait prévu de dépenser 101 milliards. Le gros cette année pour aider l'économie à passer au travers de ce qu'on appelle les dernières étapes de la pandémie et pour aider à la reprise. D'après nous, la reprise allait être de toute façon relativement solide avec la réouverture de l'économie. Ceci va renforcer ce qui devait être pour nous une période de croissance assez forte dans les premières phases de la réouverture à l'été et à l'automne. Bon, le déficit ne baissera pas rapidement, mais ça va rester à plus de 150 milliards cette année, en grande partie à cause de cette dose supplémentaire de dépenses prévues par Ottawa. Même avec ces dépenses supplémentaires, le ratio dette PIB devrait rester stable cette année à environ 50%, se stabiliser et diminuer peu à peu au fur et à mesure que l'économie s'en remet plus complètement. Un point à retenir, c'est que beaucoup de conservateurs fiscaux, je me considère être de ce camp, pourraient être préoccupés par cette vague de dépenses. Mais je ferai remarquer que même avec ce contexte de dépenses et de nouveaux programmes de garde, il n'y a pas de hausse importante des impôts aux gens des taux d'inclusion, des gains en capital, pas seulement pour les résidences principales, mais plus largement, on n'en a pas parlé du tout. Les augmentations de taxes étaient ciblées sur les produits de luxe, les avions, les bateaux et véhicules de plus en 1000, une taxe sur les services numériques, mais aucune augmentation d'impôts plus largement. Et on va prévoir diminuer le déficit sans augmenter les impôts. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour les prévisions économiques? Ce sont les aspects un peu plus traditionnels de ma présentation. L'élément dominant demeure la pandémie, surtout au Canada. On parle d'une troisième vague. Ici, on regarde le nombre de nouveaux cas au Canada par rapport aux économies américaines et européennes. Et bon, ça c'est à peu près par tête d'habitant. Le Canada voit autant de nouveaux cas que beaucoup d'autres grandes économies. À ce stade-ci, la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, en partie à cause du processus ambitieux de vaccination au Royaume-Uni et aux États-Unis en particulier, on ne voit pas une troisième vague en tant que telle et le vaccin est déployé de façon plus accélérée. Alors, quand on aura supprimé cette vague, on prévoit que l'économie va se rouvrir beaucoup plus complètement à l'été et dans les 4 mois de l'année. Et bon, il semblait y avoir une hypothèse que beaucoup de dépenses spéciales pourraient être réduites à partir du mois de septembre grâce à un taux de vaccination beaucoup plus rapide, hein, et que l'économie commencera à s'en remettre plus sérieusement à partir du mois de septembre. À l'échelle mondiale, on prévoit une très forte reprise. Ce n'est pas qu'une histoire canadienne, loin de là. Après avoir vu le pire ralentissement dans la période d'après-guerre à l'échelle mondiale, quand l'économie mondiale a une croissance de 1,3%, on prévoit une hausse de 6% cette année et cette force va se maintenir en 2021 ou 2022 avec la réouverture de l'économie du secteur du tourisme. Bon, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, l'histoire est un peu semblable. Si finalement la croissance sera plus forte aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, franchement, et je pense que tout le monde s'en rend compte, c'est la rapidité avec laquelle l'économie américaine s'est réouverte parce que leur programme de vaccination est plus avancé.
Et il y a eu la proposition de mesures de stimulation, 1,9 billion, 9% de l'économie américaine. Ça a déjà commencé à amorcer les mises en chantier et les ventes au détail. On va voir un taux de croissance le plus élevé aux États-Unis depuis 1984, 6% et demi. Et bon, moi je pense que le risque aux États-Unis est à la hausse. Et cette force va se maintenir aux États-Unis. L'économie américaine va avoir au moins 4% de croissance en 2022. Le Canada le suit. Il va y avoir un petit retard au deuxième trimestre, mais on s'attend à faire du rattrapage pour le reste de l'année. Et en 2022, l'économie canadienne va croître comme l'économie américaine, peut-être même plus rapidement dans certains trimestres. Bon, après cet événement épouvantable l'année dernière, au printemps dernier, quand les taux de chômage ont dépassé les 10% aux États-Unis et au Canada en avril et mai, ils ont beaucoup diminué de façon un peu plus saccadée parce qu'on a imposé et retiré des mesures. Il va peut-être y avoir une hausse avant une nouvelle baisse, mais on prévoit une amélioration assez importante des taux de chômage au Canada et aux États-Unis l'an prochain. Ici, rendu au milieu de l'année, vers la fin de l'année l'an prochain, les taux de chômage sont revenus presque au niveau d'avant la pandémie et seront assez proches de ce qu'on considère comme étant normal vers la fin de l'année prochaine avec la réouverture de l'économie. J'ai parlé des taux d'intérêt. Le budget était basé sur des taux d'intérêt encore faibles. Si on regarde les taux d'intérêt à court terme, qui déterminent les préférentiels et les taux hypothécaires, ce sont les taux au jour le jour contrôlés par les banques centrales. Nous pensons que les banques centrales canadiennes et américaines, on l'ont dit très clairement, elles vont être extrêmement, extraordinairement patientes avant d'augmenter les taux d'intérêt. Nous croyons que ce n'est pas avant 2023 que la Fed ou la Banque du Canada augmenteront les taux d'intérêt à court terme, qui sont très près de zéro dans les deux pays. Nous pensons qu'elles vont attendre jusqu'à une reprise complète et surtout sur le marché de la main-d'œuvre. Les taux d'intérêt ne vont pas bouger, d'après nous, dans les 2 prochaines années. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour les taux à plus long terme qui ont eu une petite flambée en V, vous voyez, à droite dans les 12 derniers mois. Mais ils sont stabilisés depuis quelques semaines et il y a eu une pression à la hausse à long terme dans les 18 mois à venir, mais à certains égards, le gros est déjà derrière nous. Et il y a une petite chance que s'il y a des déceptions par rapport à leur prix, les taux pourraient rebaisser temporairement avant de remonter vers la fin de l'année et en 2022. Mais là aussi, je pense que vraiment, finalement, après un mouvement assez brusque en début d'année, les taux d'intérêt à plus long terme vont augmenter peu à peu dans les prochaines années. Comme sur les autres marchés, les marchés obligataires a eu une reprise assez forte en début d'année. Essentiellement, le marché ne sera plus surpris par ces taux de croissance assez élevés dont je viens de parler. Il y a une préoccupation sur le marché chez nos clients. Étant donné toutes les mesures de simulation, ces achats sans précédent d'obligations par les banques centrales, la persistance de déficits budgétaires importants, est-ce que ça va conduire à une flambée de l'inflation? On va voir des changements à ce niveau-là parce euh, on se compare à des conditions extraordinaires. Normalement, l'inflation sera officiellement vers les 3%. Ça peut être un peu plus élevé à l'heure actuelle vers le 1%. Mais l'inflation, d'après nous, va diminuer vers les 2% cette année et à moyen terme, on pense que l'inflation va rester vers les 2%. Alors, en planifiant sur les 5 prochaines années, il est raisonnable de penser que le taux d'intérêt moyen sera de 2%, même si
on va voir des hausses dans les quelques mois à venir. Je vous dirais quand même que les risques de cette prévision sont du côté hausse plutôt que du côté baisse. Et c'est un message important. L'année dernière, dans les premières étapes de la réflexion, on s'est dit que peut-être qu'on va assister à une déflation, une période de diminution des prix assez prolongée. Personne n'en parle plus. On parle maintenant du risque à la hausse avec on pourrait à moyen terme avoir un problème réel d'inflation. Mais je pense que les chances de ce scénario sont assez faibles. Je pense qu'il y a plus un risque à la hausse qu'à la baisse avec l'inflation à ce stade-ci. Bon, quelques autres points que j'aimerais couvrir. Un domaine où il y a eu beaucoup d'inflation, et on en a parlé, mais en deuxième place dans le budget hier, c'est les marchés du logement. Je ne peux pas trop insister sur la force du marché commercial. Et c'est le cas ailleurs, mais le Canada est parmi les grands. On n'a pas vu une reprise en V, c'est beaucoup plus. Et c'est le marché de l'immobilier le plus chaud que j'ai jamais vu à l'échelle nationale. C'est ça la clé. Dans les booms immobiliers antérieurs ou résidentiels, ça a été centré sur Vancouver, Toronto et peut-être Montréal. Maintenant, c'est national. Les marchés résidentiels sont forts partout au pays, surtout dans les petites villes ontariennes en particulier, et dans une moindre mesure au Québec et dans les provinces maritimes. Ça va les pays comme tendance. Il y a eu des mesures modestes dans le budget, y compris la taxe sur les non-résidents qui ont des maisons vacantes au pays. Mais c'est peu comparé au raz-de-marée de la demande. Bon, tant que les décideurs politiques ne chercheront pas à refroidir le marché, ça risque de durer. À un certain moment, les acheteurs vont s'épuiser. On parle de la peur de manquer une occasion, mais il y a aussi la peur de payer trop cher. À ce stade-ci, on est très positif par rapport au marché. On pense que ça va se renforcer davantage au lieu de s'inverser, du moins à court terme. Le dollar canadien, comme pour les autres marchés financiers, il y a il est remonté joliment par rapport à son cours de l'an dernier. Nous croyons que le dollar canadien va se renforcer plutôt que s'affaiblir cette année. Une reprise économique mondiale forte est toujours une bonne nouvelle pour le dollar canadien. Et les prix du pétrole se sont maintenus. L'OPEP s'est montré discipliné. Le facteur positif pour le dollar canadien. Le dollar canadien a à peine bougé avec l'annonce du budget. Il n'y a pas vraiment eu de réaction sur les marchés des devises, essentiellement parce que de déficit. Et les mesures n'étaient pas une grande surprise pour les marchés financiers. Quand on regarde l'année à venir, le dollar canadien va se renforcer. C'est plus probable qu'un affaiblissement. Et pour de 3 à 5 ans, moyen terme, du moins, euh, bon, je dirais que ça va situer dans les 75 à 80% dans les 3 à 5 prochaines années. Bon, alors voilà pour la partie formelle de la présentation. J'invite Nadine à revenir pour la période de questions et de réponses. Merci beaucoup. Bien, merci Doug. Je rappelle aux invités qu'ils peuvent utiliser le clavardage pour poser leurs questions. Mais je vais commencer par des questions déjà reçues de la part de clients au moment de l'inscription, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, Doug, une première question. Qu'est-ce qu'on devrait prévoir comme des taux d'imposition pour les entreprises en fonction de ce budget? Bon, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, les revenus se sont bien maintenus. Il n'y a pas eu de détérioration historique. Euh, 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 bon, il y a eu des dépenses spécifiques pour faire face à la pandémie. Je pense que l'inconnu pour les taux d'intérêt des entreprises ou des taux d'imposition plutôt des États-Unis, ça dépend de ce qui va se passer aux États-Unis avec la proposition pour l'infrastructure de Biden. Pour le payer, ils veulent augmenter les taux d'intérêt en annulant à peu près la moitié de la baisse d'impôts accordée par le président Trump.
Certains démocrates modérés ont résisté et je pense que la hausse sera moins importante aux États-Unis. Si ça se produit, Ottawa va peut-être regarder la possibilité de changer les taux d'imposition des entreprises au Canada. Mais le Canada va suivre les États-Unis, ce qui laisse à Ottawa un peu de marge de manœuvre si les taux augmentent aux États-Unis. Mais ce n'est pas évident que Ottawa va nécessairement en faire autant. Au niveau de la question des augmentations d'impôts en général, pour moi, la meilleure façon de remédier au déficit pour réparer l'état des finances est de s'assurer que la reprise économique sera complète. Tout ce qui peut nuire à la nuise serait, qui pourrait nuire à la reprise serait négatif et c'est le cas des hausses d'impôts. Si j'étais ministre des Finances, je ne penserais même pas à une hausse des taux d'imposition tant que la pandémie ne sera bien derrière nous et qu'on aura mesuré les conséquences. D'abord, il faut voir ce qui va se passer aux États-Unis et ensuite, il faut voir comment le paysage fiscal canadien se situe après la pandémie. Bien, une question vient d'arriver en ligne qui se rapporte à ce que vous venez de dire. Bon, l'absence de nouveaux impôts ou d'augmentation d'impôts, est-ce que ça ne pourrait pas signifier que c'est un budget électoral et qu'il va y avoir de très fortes hausses après l'élection? Bon, il y a deux éléments dans cette question. D'abord, est-ce que c'est un budget électoral? Je dois supposer qu'il y a une possibilité que ça puisse servir de plateforme, étant donné que le gouvernement minoritaire moyen a duré 18 mois et qu'on est rendu presque aux 18 mois maintenant. Moi, je dois supposer qu'après le pire de la pandémie, il est assez probable, il est hautement probable qu'on aura une élection plus tard cette année. Alors, on peut le considérer comme un budget électoral. Des hausses d'impôts après l'élection, j'imagine que ça dépend de qui gagne et si on a un autre gouvernement minoritaire. Mais très brièvement, je répétais ce que je viens de dire. D'abord, nous devons voir quelle est la situation fiscale après la pandémie. Est-ce que nous avons même besoin de hausses d'impôts pour stabiliser les finances publiques? Et encore une fois, les hausses d'impôts importantes pourraient entraver la reprise et ce serait totalement contre-productif tant qu'on n'aura pas une reprise complète. Merci, Doug. Une autre question vient d'arriver en ligne. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le budget pour les dépenses en infrastructure? Bon, la réponse courte, bon, d'abord, il y a eu de l'argent pour presque tout dans ce budget, et je dis ça sérieusement, mais il est intéressant, généralement, bon, un budget de reprise normal ou post-récession, que serait mettrait l'accent sur l'infrastructure. Il y a de l'argent affecté à l'infrastructure. Mais ce n'est pas un grand panier. L'argent est dépensé un peu partout. 6 milliards ont été prévus pour l'infrastructure dans les communautés autochtones. Il y a beaucoup d'argent pour les énergies vertes et les infrastructures de côté là. Bon, il n'y a pas eu un panier infrastructure. Ça a été éparpillé dans le budget, mais un des messages clés, c'est que ça ne s'appuie pas si fortement que ça sur les infrastructures. Ce qui peut être approprié compte tenu de la situation actuelle. Quand on pense à cette récession et cette reprise, elles sont très différentes de ce qu'on a vu par le passé. On a vu les industries lourdes, sensibles au taux d'intérêt, la machinerie lourde, fabrication et tout, n'ont pas été très touchées comparé au secteur des services. Le secteur de la construction domiciliaire et, roule à plein régime.
les mises en chantier. Plus de 300 000 unités ont été commencées. On n'a jamais vu ça dans un seul mois. Le secteur de la construction, du moins du côté domiciliaire, est très solide. Alors, je pense que l'idée à Ottawa, c'est que, avec le secteur de la construction n'avait pas besoin d'appui supplémentaire. Et ils ont voulu plutôt travailler sur les secteurs touchés par la pandémie qui ont besoin de plus d'aide. Le tourisme, les petites entreprises, c'est là où la pandémie a frappé très durement, mais pas la construction. Et c'est pour ça que les dépenses ne visent pas ce qui serait traditionnellement vu comme un domaine sur lequel on miserait dans un budget de relance. Bien, merci. Maintenant, une autre industrie. Qu'est-ce que vous voyez du côté de l'industrie de l'automobile et de sa chaîne d'approvisionnement? Bon, le secteur de l'auto a fait face à beaucoup de défis, mais c'est intéressant. Du côté de la demande, et encore une fois, ça n'a pas été une récession avec une reprise typique. Oui, les ventes et la production d'auto ont presque baissé à zéro au printemps dernier. Mais il est impressionnant de voir que les ventes ont récupéré aux États-Unis et aux États-Unis. En mars, on a eu des ventes parmi les meilleures de toute l'histoire aux États-Unis. La demande est au rendez-vous. Le secteur de l'auto fait face à beaucoup de défis, des défis à court terme de cette pénurie de puces, ce qui crée qui entraîne des baisses de production, surtout au Canada. Et ça va réduire la production de façon perceptible au Canada et aux États-Unis. Mais il va y avoir beaucoup de pouvoir d'établissement de prix parce qu'il va y avoir des pénuries dans certains sous-marchés. À plus long terme, on regarde évidemment la transition très profonde vers les véhicules électriques dans les années à venir. Et ça, cela a des implications incroyables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les changements importants vont devoir avoir lieu. Le secteur des pièces, par exemple, va être transformé de façon majeure dans les années à venir. Heureusement pour le Canada, nous avons beaucoup de mandats pour la construction de véhicules électriques dans les années à venir. Mais ça va être un défi réel pour l'industrie des pièces. L'autre question à laquelle on fait face, c'est que il y a il faut revoir de fond en comble les chaînes d'approvisionnement. Le secteur manufacturier en particulier a dû faire face à regarder ces problèmes pendant la pandémie. Et il va y avoir une révision complète et peut-être une réorganisation des chaînes d'approvisionnement dans beaucoup d'industries. Les chaînes dans plusieurs industries vont être raccourcies et ce sera sans doute le cas du secteur de l'auto. Peut-être pas pour tous les fabricants d'auto, mais je pense qu'il s'agisse de la transition aux véhicules électroniques, la pénurie à court terme de puces ou cette révision des chaînes d'approvisionnement. L'industrie de l'auto fait face à une transformation incroyable dans les 5 à 10 années à venir. Bien, merci. On ne vous demande pas d'être diseur de fortune, mais au niveau de l'ouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qu'en pensez-vous? Bon, question difficile qu'on se pose depuis le début de la pandémie. Et évidemment, il y a de la pression de part et d'autre pour ouvrir de la manière la plus sécuritaire possible. Je pense que ce sera quand les gouvernements des deux pays se diront qu'on a atteint une immunité collective ou on s'y approche. C'est à ce moment-là que les deux économies pourront ouvrir
presque complètement. Je dirais plutôt vers le mois d'octobre. Probablement après la saison touristique d'été. Je n'ai pas de renseignements d'initié là-dessus, mais je pense que c'est l'hypothèse la plus raisonnable à ce stade-ci. Bien, merci Doug. Nous avons tous vu, après le dépôt du budget, les autres partis politiques qui ont réagi, le NPD, les conservateurs, ont eu des propos intéressants pour le qualifier. Quand vous pensez à la réaction, est-ce qu'il est possible que le budget ne serait pas adopté? Non, je ne le pense pas. Le gouvernement a besoin seulement d'un parti pour l'appuyer. Le Premier ministre a dit très clairement qu'il serait irresponsable d'avoir une élection en pleine pandémie. Et pour tout dire, je pense que le budget a coché beaucoup de coches, de cases plutôt, pour le NPD. Je serais très surpris que le NPD n'appuie pas ce budget. Je pense que la question est de savoir si le gouvernement actuel veut déclencher une élection. Je ne pense pas qu'il y sera obligé. Ce sera le choix du gouvernement. Je suppose que le budget va être adopté. Bien, merci. Une question qui vient d'arriver en ligne. Quelles sont vos préoccupations par rapport aux faillites personnelles et d'entreprises quand les programmes du gouvernement se termineront? Certains ont été prolongés, mais bon, la question se pose toujours, qu'est-ce qui se passe après la fin des aides? Bien, pour reprendre un peu de recul, cette récession et cette reprise ont été extraordinaires historiquement parlant. Et on a assisté à un effondrement, une baisse très très forte des faillites personnelles. Ce n'est pas un mystère. Les soutiens publics ont été incroyables et les gens ont pu reporter leurs hypothèques aux besoins, paiement de leurs hypothèques. Et il y a eu la forte baisse des taux d'intérêt. Tout cela est devenu plus abordable. Je pense que nous ne verrons pas une hausse importante des faillites personnelles dans la prochaine année, même quand les aides disparaîtront. Euh, euh, Si le gouvernement devait errer de ce côté-là, s'ils estiment qu'il faut maintenir ces programmes, ils le feront. Ils seront plus généreux. Je ne pense pas qu'on verra beaucoup plus de faillites personnelles. Mais les entreprises, les chiffres ont diminué beaucoup au cours de la prochaine année, mais il n'y a pas de garantie que les taux resteront bas de l'autre côté. Beaucoup d'entreprises se débattent pour survivre, surtout dans les secteurs durement touchés. Certains ont fermé leurs portes sans déclarer faillite, mais ça ne dit pas tout, d'après moi. Ces chiffres sur les faillites d'entreprises. Je me préoccupe de ce qui va se passer avec la réouverture de l'économie et que les entreprises auront pu vraiment évaluer leur situation. Il pourrait y avoir un écho au niveau sous forme de plus de faillites d'entreprises. Bien. Dans le budget, est-ce qu'il y a eu plus pour les industries les plus durement touchées, le tourisme, les voyages et l'hôtellerie? Bon, oui, il y en a eu. Bon, à ce stade-ci, 1 milliard, c'est peu. Ces secteurs ont bénéficié d'1 milliard. Et bon, je dirais essentiellement qu'on a voulu rassurer les gens au niveau du voyage en avion, la vaccination et ainsi de suite. Mais le gros consistait en des prolongations de programmes qui existaient d'une manière un peu plus ciblée, mais il n'y a pas eu un gros euh, plan de mesures pour le secteur du tourisme et du voyage. C'était plus que on va continuer à faire comme on fait déjà. Et on va chercher à aider les entreprises à réembaucher en ouvrant le portail. Je ne me souviens pas du nom du programme, mais essentiellement, il y a eu
Oui, c'est le programme de subvention aux salariales, là, qui couvre à peu près la moitié des salaires des entreprises pour l'été et l'automne. Mais il n'y a pas eu un gros nouveau programme pour ces industries. Bien, Doug, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce budget que vous auriez voulu voir, mais qui n'y était pas? Bon, vous savez, la chose que nous espérions voir était quelque chose qui refroidirait un peu la demande dans le secteur résidentiel. On ne l'a pas vu, mais ça ne me surprend pas. On parle beaucoup du secteur résidentiel depuis des semaines. Le gouvernement ne voulait pas que ce secteur absorbe toute l'attention, mais j'étais soulagé finalement par l'absence de hausse d'impôts et j'étais réconforté par l'attente que le déficit budgétaire allait revenir vers les 30% dans les années à venir. Mais comme je l'ai dit au début, il y a eu plus d'une centaine de mesures dans le budget. J'aurais peut-être souhaité moins plutôt que plus. Mon point de vue, c'est que le rôle du gouvernement est d'aider l'économie à passer au travers jusqu'à la fin de la pandémie. Ça, devrait être la principale tâche. Il faut soutenir et accélérer le programme de vaccination le plus possible parce que c'est vraiment la clé de toute reprise complète de l'économie. La réponse courte, non, rien d'important que j'espérais voir qui n'y était pas. Bien, et sur cette note, vous avez parlé d'arriver de l'autre côté. Une question pose la question, est-ce que le budget est conçu pour faire face à une autre vague de la COVID? Je dirais qu'il est conçu pour résister à la vague actuelle. Mais beaucoup de programmes spatiaux, comme le PCU et les subventions salariales, on prévoit que d'ici l'automne, on les liquide. Le budget n'est pas... Bon, si on a eu notre grande vague plus tard cette année et d'autres restrictions Bon, le budget n'est pas pensé pour ça. La bonne nouvelle, c'est que oui, ça nuirait aux finances, mais c'est assez clair que l'économie a su s'adapter aux restrictions. Ce n'est pas un monde idéal, loin de là, mais il semble qu'une bonne partie de l'économie ait réussi à passer au travers des restrictions, du moins temporairement, et je ne pense pas que les coûts fiscaux seraient énormes en cas de quatrième vague. Ça détériorerait les finances publiques un peu, sans changer du tout le tableau. Et si on monte au mois de novembre, le budget ne prévoyait pas une deuxième vague importante à ce moment-là. Et puis, les chiffres pour le déficit n'étaient pas si différents de ce qu'on prévoyait à la fin de l'année dernière, même avec les restrictions pour la deuxième et la troisième vague qu'on a vues. Bien, merci Doug. Nous avons parlé un petit peu à quelques reprises du marché résidentiel à travers le Canada et que le budget ne comportait pas grand-chose qui risquerait de le refroidir. Vous l'avez mentionné comme quelque chose qui aurait pu être là, mais qui n'est pas. Mais quelle serait une mesure appropriée qui aurait pu être dans le budget pour refroidir les ardeurs des acheteurs de maisons? Bon, finalement, je ne m'y attendais pas sérieusement. Des mesures qui pourraient refroidir le marché pourraient arriver à n'importe quand, n'ont pas besoin d'être dans le budget. Le simple fait qu'il n'en est pas parlé hier, ça ne veut pas dire qu'Ottawa va rester les bras croisés, surtout si le marché reste aussi chaud que dans les 3 premiers mois de l'année. Nous avons en fait publié notre service énumérer 10 mesures économiques, pas nécessairement par ordre de faisabilité et de mérite, mais bon, en haut de la liste, et c'est pour la Banque du Canada,
la banque pourrait, sans augmenter les taux d'intérêt, pourrait arrêter de dire que les taux d'intérêt vont rester faibles pour toujours. Et pourrait se dire qu'à un certain moment, les taux pourraient s'élever. Bon, nous avons eu toute une liste de sujets pour les gouvernements, mais en réalité, presque tout ce qu'ils vont faire vont avoir des effets secondaires et ne plairont pas à tout le monde. Loin de là. Les gouvernements provinciaux, par contre, pourraient, bon, on a vu une taxe pour non-résidents dans le Golden Horseshoe en Ontario, mais ça ne s'applique pas à beaucoup d'autres zones de l'Ontario. Et c'est là où ça chauffe en ce moment. Sarnia, Windsor, London, en Ontario. Il n'y a pas de taxe pour non-résidents. Ça pourrait ne pas être si efficace, mais il n'y a pas de conséquences des effets secondaires négatifs. Et même si ça agit en tant que signal que le gouvernement provincial veut agir, ça peut avoir un effet important sur le marché en montrant que ça peut changer la psychologie qu'on voit en ce moment, cette peur de manquer l'occasion. Bon, nous croyons aussi qu'il y a eu le blind gating pourrait avoir des effets importants. On pense que c'est une mesure qui pourrait être prise ou qui pourrait avoir un effet de douche froide sur le marché. Bien, merci Doug. Je pourrais vous garder pendant toute la journée parce qu'on a eu beaucoup de questions intéressantes, mais malheureusement, nous avons épuisé le temps. Merci d'avoir partagé vos réflexions. C'était très informatif et utile. Merci à toutes les personnes qui ont été des nôtres. Il va y avoir une récapitulation sur le site web bimo.com/commercial. Merci pour votre temps, votre partenariat et votre clientèle. Nous espérons avoir donné un peu plus de valeur ajoutée aujourd'hui. Si vous avez une question, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant de la BIMO et nous y répondrons. Merci d'avoir été là. Restez en sécurité et en santé et passez une excellente fin de journée, début de journée, selon l'endroit où vous vous trouvez.